Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue spéciale à votre émission Le Jury du Dimanche, spéciale 8 mars bien entendu. Et nous recevons une femme leader, Fatou Sow Sarr ou Fatou Sarr Sow. Les deux passent. Elle est socio-anthropologue, elle est la directrice de l'Institut du genre et de la famille, présidente du RASEF. Bonjour Fatou Sow Sarr. Bonjour Mamoudou. Alors, Talatay Nder, pour que la flamme de Nder soit éternelle, c'est l'ambition affichée par Fatou Sow Sarr et toutes celles et ceux qui pensent qu'il est plus pertinent pour le Sénégal de célébrer ses héroïnes à l'occasion des 200 ans du fameux Mardi de Nder, 2 siècles déjà. Célébré le 7 mars 1820 au lieu du 8 mars consacré comme journée internationale des droits des femmes, le panel qui devait se tenir ce samedi pour le symbole au musée des civilisations noires a été reporté pour cause de présence du coronavirus dans notre pays. Mais l'infatigable Fatou Sow Sarr ne baisse pas pour autant les bras, d'abord parce qu'elle est femme. Ensuite, parce qu'elle est originaire de la terre de feu du Waalo et par ce biais, elle est probablement descendante des braves femmes de Nder. La directrice de l'Institut du genre et de la famille a toujours été une combattante des droits des femmes d'ici et d'ailleurs. Elle a joué un rôle déterminant en compagnie d'autres femmes leaders dans le vote de la loi consacrant la parité absolue homme-femme dans toutes les institutions électives et semi-électives. Quelle évaluation fait-elle justement des 10 ans de la loi qui a consacré donc cette parité absolue? Quel bilan pour les femmes 60 ans après l'indépendance du Sénégal? Après un regard sur le passé, Fatou Sow Sarr nous dira également ses convictions sur le présent et l'avenir des femmes en Afrique et dans le monde au regard de leur place et de leur rôle dans la société. La criminalisation du viol et de la pédophilie ne la laisse pas indifférente, une avancée majeure qui fait cependant l'objet de réserves quant à son efficacité. D'autres sujets interpellent l'invité du jury du dimanche, l'épidémie du coronavirus et la responsabilité de l'État et des citoyens, le débat sur le 3e mandat au plan politique, les rapports des corps de contrôle sur la gestion des deniers publics, la libération de Guy Marius Sagna, entre autres. Alors, le coronavirus d'abord, 4 cas confirmés. Le premier cas est guéri, les 3 autres ont une évolution favorable. Quel est votre commentaire de cette maladie qui est présente au Sénégal aussi? Cette maladie est présente, d'autres maladies viendront. Nous savons que nous sommes dans les périodes de changement climatique. Il y a des virus anciens qui vont se réveiller. Ce virus-là existe depuis très longtemps, mais c'est parce qu'il connaît des mutations. Je crois que d'abord, il faut saluer le travail fait par les structures de santé. Comme d'habitude, je crois qu'ils ont été à la hauteur face à cette agression qui est quand même une agression. Mais ce qui est le plus important, c'est peut-être d'engager un travail de sensibilisation sur les risques, parce que c'est des zoonoses, c'est-à-dire c'est des maladies liées à des consommations de viande animale, donc comme on dit la viande de brousse pour certains pays. Mais dans notre pays aussi, il y a des gens qui mangent des chauves-souris. Dans notre pays aussi, il y a des gens qui mangent les singes. Donc nous pensons toujours que c'est ailleurs que cela se fait. Et les animaux sont des réservoirs de virus qui peut-être peuvent ne pas les atteindre, mais qui vont avoir des conséquences sur les êtres humains. C'est le lieu juste de sensibiliser, de renforcer l'hygiène, la santé des populations. L'État a peut-être eu raison, effectivement, de prendre le problème à sa juste valeur, mais il faut qu'on écoute aussi les experts. C'est à eux de nous dire quels sont les niveaux de risque. Pour le moment, je pense qu'il n'y a pas lieu de paniquer, mais il faut avoir une attitude responsable pour la prévention et je crois que c'est ce qui s'est fait. En tout cas, il faut saluer cette guérison et espérer que d'autres vont suivre et que comme on a vaincu Ebola, on va vaincre aussi le coronavirus. Et vous pensez que la société sénégalaise, ici j'interpelle la sociologue, a les ressorts qu'il faut pour faire face à ce type d'épidémie?
J'ai discuté avec une femme médecin ce matin dans une autre émission et qui me disait, hors micro, je lui disais, finalement, vous êtes une très bonne sociologue, les réflexes des populations face à coronavirus. Une femme qui disait, moi je ne vais pas aller, si j'avais porté cette maladie, je n'irais pas me faire dépister parce que à mes petits-enfants, on dira que c'est votre grand-mère qui a amené le coronavirus au Sénégal. Donc il faudra qu'on travaille aussi sur les imaginaires des Sénégalais, leur modèle de réflexion. Ça, c'est pourquoi je crois que c'est la médiatisation à outrance des malades. Donc il y a entre cette exigence de dire il faut de la transparence et en même temps comment garder l'anonymat sur les malades. Donc quand les gens ont l'impression que vous allez être porté à nu parce que vous êtes porteur de ce virus, ça peut avoir les réactions contraires. Et les gens, la stigmatisation, c'est ça le mot, merci. Et les gens risquent de rester chez eux. Donc je pense que les sociologues de la santé aussi ont un travail à faire dans les décisions que l'État doit prendre, dans les décisions que les médecins doivent prendre. Le comportement humain, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important dans cette situation-là. Donc il faut comprendre la société sénégalaise, sa mentalité, ses réflexes. Et seulement à partir de ce moment-là, on va prendre des mesures qui tiennent compte de cela et on aura plus d'efficacité. On a vu quand même cette réaction de ce ressortissant français par qui le coronavirus est arrivé au Sénégal, faire une réaction chez nos confrères du Soleil en saluant d'abord le professionnalisme de nos médecins, mais aussi en disant qu'il ne faut pas céder à la psychose, à la panique. Lui, c'est un Français, ouais. C'est un autre modèle culturel. Peut-être que le Sénégalais ou cette Sénégalaise-là aurait eu honte. Elle porterait. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Mais il faut saluer ce que cette personne a fait en essayant de rassurer. Je m'en suis sortie. Donc, tout le monde va pouvoir s'en sortir. Ouais. Et on peut guérir. Et on peut en guérir. Ouais. Il donne, c'est un rôle modèle. Donc voilà, je crois qu'il faut reconnaître en tout cas qu'il a eu le bon réflexe. Alors, aucune manifestation n'a pu se tenir ces 7 et 8 mars. 7 mars pour honorer les femmes de Nder. 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Quel est votre sentiment finalement de voir ces manifestations reportées à cause du coronavirus? Vous savez, j'ai un de vos confrères qui m'a envoyé un message qui m'a beaucoup touchée quand j'ai reporté la manifestation. Parce que il semble même que des gens ont parié en disant qu'elle ne va pas reporter. Parce qu'on se dit, oui, c'est une Walo, c'est une rebelle, etc. C'est bon que j'ai écouté tout cela. Ah oui. Oui. Et puis il m'a dit, quand j'ai même parié avec une personne, et j'ai gagné mon pari parce que j'allais payer. Après, j'ai dit, à ce point. Après, il me dit, mais vous avez agi comme les femmes de Nder. C'était pour sauver la patrie, leur patrie, qu'ils l'ont fait. Et aujourd'hui, le geste que vous avez posé aussi, c'est toujours pour sauver la patrie. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que face à l'incertitude, Nder, ce n'est pas simplement le 7 pour nous aujourd'hui, on est dans le bicentenaire. Donc toute l'année 2020, nous pouvons encore célébrer encore Nder parce qu'on est dans le bicentenaire. Donc reporter de quelques jours ou de quelques semaines, ce n'est pas très grave. C'est vrai que préparer un tel événement, ça demande énormément d'efforts intellectuels, d'organisation, matériel, financier, c'est vrai. Mais je crois que le civisme et le patriotisme sont les choses les plus importantes. Et je disais que Fatim Yamar Khouriaï, c'est-à-dire quand nous allons étudier les messages de Nder, ce que Fatim Yamar Khouriaï a fait, c'est qu'elle a aimé son pays plus qu'elle-même. Elle a aimé son pays comme son propre enfant. Elle a sauvé ses 2 enfants, Ndembet et Ndaté, qui finiront par gouverner, mais elle a sauvé aussi l'image de sa patrie. Donc, pour que nous soyons des citoyens modèles, soyons comme Fatim Yamar Khouriaï, aimons le Sénégal comme nous aimons nos propres enfants. Et à partir de ce moment, on sera capable de sacrifice suprême. Nous sommes capables de le faire pour nos enfants, nous devons être capables de le faire pour notre pays aussi. C'est en tout cas un des messages que nous retournons de cet événement de Nder. Donc, ce n'est que partie remise. Et ce n'est pas une catastrophe. Non, et bientôt nous allons reprendre de plus belle. Donc, dès que le chef de l'État donnera les feux verts. Mais justement, les manifestations qui étaient prévues dans le cadre du 7 mars et du 8 mars sont reportées. Le Conseil constitutionnel a également reporté son séminaire
sur l'exception d'inconstitutionnalité. D'autres manifestations ont été reportées, mais il y a les manifestations religieuses de grande envergure qui sont maintenues. Ça vous pose problème ou pas? Non, rien ne nous pose problème. Nous essayons de comprendre quelles sont les rationalités des comportements des uns et des autres pour en tirer des leçons. Sociologiquement, voilà, qui nous permet... le maintien de ces cérémonies religieuses se justifie? Ce n'est pas que ça se justifie. Nous essayons, comme je dis, de comprendre les rationalités. Parce que le sociologue ne juge pas. Il essaye de comprendre pour bien avancer. Ceux qui sont de notre côté, comme les organisations de femmes en rapport avec l'État, sont dans une logique de républicain. C'est-à-dire quand l'autorité suprême donne des directives, il est de la responsabilité de chaque citoyen. Parce que si nous avons élu un chef d'État, c'est pour qu'il y ait de l'ordre dans ce pays. Donc s'il prend des mesures par rapport à la sauvegarde de la sécurité sanitaire de ce pays, le devoir de tout un chacun, c'est d'aller dans ce sens. Maintenant, il y a un autre problème. Au niveau des religieux, c'est leur niveau de compréhension. Parce que pour eux, ils ont invoqué Dieu. Ils ont déjà fait des prières, ils sont convaincus qu'ils sont protégés. Vous savez, la question de la foi, c'est une question extrêmement complexe. Donc, comment arriver à les faire changer d'idée? C'est dans l'approche que... Parce que je crois qu'il y a aussi une communauté religieuse qui a différé ses activités. D'autres... Les partis politiques ont également annulé ils sont dans la logique de l'institution républicaine. Oui. Alors que le système religieux répond à une autre rationalité. Oui. C'est la foi en Dieu. Oui. Et vous savez, des gens nous ont dit, je préfère aller à Porokhane et mourir. C'est comme ceux qui allaient à la Mecque pour y laisser leur vie. Donc ça, c'est des rapports à la foi, c'est à la fois magnifique. Mais l'Arabie Saoudite qui dit quand même que la Umrah, là, le petit pèlerinage, pourrait ne pas se tenir. Non, c'est différent, parce que l'Arabie Saoudite, c'est des gens qui viennent des pays asiatiques. S'ils ouvrent, ils ne peuvent pas, parce que c'est le monde entier qui se retrouve en Arabie Saoudite. Alors qu'ici, c'est des Sénégalais qui sont entre eux. Maintenant, c'est de la responsabilité, à mon avis, de chaque communauté religieuse de mesurer le degré, mais ils sont convaincus qu'en récitant telle ou telle chose, en faisant telle ou telle invocation, ils n'auront rien du tout. D'autant plus que, jusqu'ici, les Africains au sud du Sahara sont plus ou moins épargnés par ce qui se passe. Il y a quand même des cas il y a quelques cas. Au Sénégal, au Nigeria. Au Sénégal, c'est toujours des personnes qui reviennent de l'étranger. Ce n'est pas de l'intérieur. Oui, mais avec des risques de propagation aussi. Oui, ça, c'est les scientifiques qui le disent. Très bien. C'est les intellectuels qui le disent. Mais lui, le religieux, du point de vue visuel, ne l'a pas encore vu. Finalement, vous comprenez cette attitude des religieux. Je comprends leur attitude. Maintenant, il ne s'agit pas simplement de comprendre, c'est de voir quelle stratégie l'État doit utiliser pour les amener à ces positions-là. Parce que ce n'est pas par des injonctions qu'une autorité religieuse va se plier, mais les autorités religieuses sont capables de comprendre. Et ça, je le dis, je suis très bien placée pour le dire. À l'époque, j'ai travaillé sur le programme du VIH-Sida. On a sorti une brochure pour voir quels étaient les leaders qui ont aidé à vaincre le sida au Sénégal. C'était les religieux. Le premier leadership, ce n'était ni les parlementaires, ni les syndicats, mais curieusement, c'était les leaders religieux. Vous proposeriez que le président fasse des visites auprès de ces chefs religieux, par exemple? Je ne sais pas. À l'époque, en tout cas, c'est Latif Gueye, Feu Latif Gueye, qui, dans la brochure que nous avons publiée ensemble avec ACI, parce que c'était le résultat du rapport de recherche que j'avais fait, qui allait chez les religieux, qui leur rendait compte des débats qu'il y avait à l'extérieur. Et finalement, c'est ce que j'ai dit, on aurait imaginé un seul jour que Seigne Saliou dise on ne parle pas de préservatif, aucun journaliste n'oserait en parler à la télé. Mais Latif a dit préservatif moral. Donc il a atténué le concept et ensuite il allait leur montrer. Et finalement, on a eu l'accord tacite. On ne les a jamais entendus dire oui ou non. Mais ils se sont tus, sauf celui qui était des Niassènes, qui faisait lui-même, qui est décédé, qui faisait lui-même les manifestations. Donc les religieux sont capables de comprendre. Mais quelle est la porte d'entrée pour le faire? Il faut aller vers eux. C'est ce que vous suggérez au gouvernement aujourd'hui? Je crois qu'ils ont suffisamment de conseils pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Très bien. Le jury du dimanche reçoit Fatou Sow Sarr. Elle est connue pour être une femme leader et également initiatrice des 200 ans de cette fameuse résistance des femmes de Nder, Talata Nder. Pourquoi devrait-on au Sénégal célébrer le 7 mars et non le 8 qui est pourtant la journée
internationalement consacrée aux droits des femmes? Bon, c'est depuis 2008 que nous avons commencé à organiser ces manifestations. La première fois, c'était à Sorano. Et je dis en présence de 5 ministres de la République. Il y avait Omar Sarr, il y avait Mambiram Diouf, il y avait Feu Massek Ndiaye qui nous avait été, il y avait Awa Ndiaye. On a fait un mémorandum pour qu'il le dépose auprès du président Abdoulaye Wade. Je crois qu'ils étaient quand même suffisamment nombreux s'il y avait de la volonté politique pour convaincre Abdoulaye Wade. D'autant plus qu'Abdoulaye Wade est quand même en partie originaire de cette région. Mais cela ne s'est pas fait. C'est pourquoi nous avons décidé d'avoir une autre attitude. Donc nous le faisons, vous m'avez dit pourquoi Nder et pas le 8 mars. Ce n'est pas que je sois contre le 8 mars, mais j'ai dit moi, Fatou Sow Sarr, je ne célébrerai plus le 8 mars au Sénégal tant que l'État n'aura pas intégré le 7 mars dans son calendrier républicain. Parce que le 8 mars, c'est les femmes du textile de New York. La symbolique vient de là, même si on l'a adopté en 1914. En Allemagne et ensuite les Nations Unies l'ont institutionnalisé. Donc c'est des femmes qui se battaient pour leurs droits, des ouvrières du textile et qui ont été massacrées. C'est très important. Mais je trouve que les femmes de Nder se sont sacrifiées pour leur patrie. Cette symbolique est encore beaucoup plus puissante. Et le Sénégal devrait aussi, au concert des nations, comme disait Senghor, le rendez-vous de recevoir, qu'on apporte aussi quelque chose. Et je crois que notre histoire, elle est belle, elle est magnifique. Nous sommes en mesure, sur le plan international, de le faire, parce que quand je me suis mise dans ce combat sur les questions de femmes, j'ai toujours dit que la France n'est pas ma référence. Parce que le fils de Fatim Yamar Khouriaï, celle qui s'est donné la mort à Nder avec ses campagnes, elle a fait évacuer ces deux filles qui ont fini par gouverner le royaume, Ndembet Mbodj et Ndaté Yalla. Et j'ai dit la France qui a vaincu Ndaté en 1855, dans cette France-là, la femme n'était considérée comme un objet, n'avait ni droit de vote, ni droit d'être électrice. Et ils ont vaincu un royaume dirigé par une femme. Donc nos références, ce sont nos propres valeurs, c'est nos cultures. Mais quand nous célébrons Nder ou quand nous célébrons Ndaté, moi, je ne sais pas le Wallo qui est important pour moi. C'est ce que ça symbolise dans le combat des femmes. Parce que je dis, le combat des femmes, le fil de la résistance du nord au sud est tenu par des femmes. Symboliquement, la conquête coloniale a commencé au nord avec Ndaté Yalla vaincu en 1855, mais ça s'est terminé avec Aline Sitoé Diatta. Au sud, 1943, c'est la dernière résistante à être déportée au Sénégal. Donc la symbolique, elle est là, et entre ces différentes régions, nous avons d'autres héroïnes. On a Fante Tianal de Baldé, que j'essaie de mettre en bande dessinée. J'ai déjà fait le scénario. Cousine d'Alpha Moussa Molo, qui a gouverné dans le Fulado une région jusqu'en 1905, qui est aujourd'hui presque inconnue de Landerneau. Donc, ce sont, dans toutes les cultures et les communautés, nous avons des femmes fortes, des femmes qui sont des symboles et que nous avons comme objectif de mettre à la disposition, en tout cas par le biais des bandes dessinées ou d'autres ouvrages, pour qu'on les connaisse davantage, parce qu'elles ont joué un rôle. Et ce que vous voulez, c'est que le 7 mars soit inscrit dans l'agenda officiel. Et là, je suis heureuse quand même de me dire que, parce que c'est dans la durée qu'on obtient des résultats. Depuis 2008, donc ça fait aujourd'hui 12 ans qu'on se bat pour ça. Et cette année, on a la chance de voir d'autres institutions locales. La mairie de Dakar allait faire Talaatay Nder. La mairie de Rufisque allait faire Talaatay Nder. Si les collectivités locales se sont appropriées cette question, je crois qu'on a fait un grand pas et que le président Macky Sall, on va lui demander solennellement. C'est pourquoi je l'ai mis sous le haut patronage de Marième Faye Sall, en espérant que cette fois-ci, le plaidoyer de Marième va peut-être aboutir. Il a fait un tweet justement pour saluer la bravoure des femmes de Nder. Donc c'est magnifique, il ne doit pas se limiter à la bravoure. C'est un pas, oui. Mais je crois qu'il doit faire quoi? Quand il doit accepter qu'on l'inscrive dans l'agenda des manifestations publiques, c'est-à-dire la veille du 8 mars, que le 7 mars soit consacré à la réflexion pour faire avancer les choses. Parce que le 8, en fait, c'est des manifestations, c'est la fête, c'est la jouissance. Vous n'êtes pas contre le 8 mars? Non, je ne suis pas contre. J'ai dit, moi, je ne fête plus le 8 mars. Au Sénégal, tant qu'on n'intègre pas le 7 dans le calendrier universel. Et le 8 n'est pas ma fête. Ma fête à moi, ce n'est même pas une fête, le 7 mars. En tout cas, c'est le moment de commémoration, mais pour faire avancer la cause des femmes, pas simplement des femmes, parce que pour moi, Nder, ce n'est pas une histoire de femmes. C'est une histoire politique, une histoire de la République. Et vous dites pour que la flamme de Nder ne s'éteigne pas.
Oui, je dis que la flamme d'Ender ne s'éteigne pas. Oui. Je sais que pour les Walo, je l'ai dit une fois, c'était pour répondre à Alioune Badara Bèye. Il faut le saluer, c'est lui qui est l'auteur de cette pièce. Et Boubacar Bari qui a fait connaître l'histoire du Walo à travers le monde par son livre. Je dis que la flamme d'Ender sera éternelle parce que le sang du refus coule dans nos veines pour chaque Walo. Pour nous, cette flamme-là sera éternelle. Mais elle ne doit pas être une affaire des femmes du Walo ou des hommes du Walo. C'est une affaire de la nation aujourd'hui, pour la symbolique. Parce que je vous ai dit, ce que Fatim Yamar représente pour moi, être capable du sacrifice ultime pour son pays, c'est à cela que nous devons appeler les hommes politiques et les femmes politiques aujourd'hui. Ils doivent être capables de sacrifice pour le Sénégal. Tant qu'ils ne le sont pas, pour moi, ils ne sont pas des citoyens dans la plénitude du concept. Et c'est ça un des enseignements de Nder. Donc il faut qu'on continue à mener cette bataille politique. Et je dis que Nder a aussi d'autres enseignements sur les politiques. Je termine sur ça. Oui. Quand Yerim Mbagnick a pris sa revanche sur nos amis du Fouta, parce qu'il y a eu le Kharza, il y a eu le Fouta. Rassurez-vous, il n'y aura pas de guerre entre non, le Walo et le Fouta. C'est terminé depuis 1820, parce qu'à Dialawali, là où il y a la centrale solaire de Bokhol, et je l'avais dit au président, regardez cet arbre devant vous, c'est là où il y a eu Dialawali. Donc il y a l'arbre témoin de cette bataille était là. Mais ce qui est important, c'est que son adversaire, l'Almami, on ne l'a pas achevé. Il a préféré le couvrir de son manteau et lui donner son cheval pour que l'armée ne voit pas cet homme. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un prince comme lui. C'est-à-dire que ce geste est magnifique. Quand deux princes se sont face à face, l'un est en position de faiblesse, l'autre ne l'a pas achevé. Au contraire, il a couvert sa fuite. Mais l'Almami, au retour, lui a envoyé des cadeaux princiers à la hauteur de son rang. Et ça s'est terminé par des mariages. Donc les sens se sont mêlés, on n'a plus jamais entendu parler d'histoire. Donc que les hommes politiques aujourd'hui sachent que leurs adversaires, c'est aussi leur alter ego. Donc que ce ne sont pas des ennemis en réalité et que ce n'est pas une bataille à mort. Donc c'est aussi un des messages, je trouve, de Nder, parce que je dis que Nder, ce n'est pas seulement une question de femmes, il y a plein de messages politiques de cette bataille et de post-Nder qu'on doit intégrer aujourd'hui dans nos attitudes, nos pratiques et voilà. Alors, quel message pour les générations futures? C'est la question que vous avez posée à l'occasion du panel que vous deviez tenir ce 7 mars. Je vous renvoie à la question. Quel message pour les générations futures? Je crois que l'ensemble des chercheurs qui étaient là-bas, les grands historiens comme Mbaye Thiam, Babacar Fall, il y avait Aho Bokarli qui est là, vous alliez être là aussi. Donc il y a énormément d'universitaires qui sont des juristes, Yassine Fall, toutes ces personnes qui devaient être là, allaient chacun travailler par rapport à ce que Nder dit. Je vous ai sorti les messages politiques. Comment on doit aimer la République comme son propre enfant. Et on est capable de nous sacrifier pour nos enfants. Soyons capables de nous sacrifier pour le Sénégal. L'esprit chevaleresque de Yerim Mbagnick. Mais aussi ce que Fatim Yamar, c'était une première dame, c'était l'épouse du Brak. Mais en l'absence du Brak, elle a défendu le royaume. C'est pourquoi pour nous, on doit dépasser la parité pour arriver au binôme. Parce que j'ai découvert que dans le Walo, chaque pouvoir masculin avait son pendant féminin. La Linguère était élue. Chaque Brak avait une Linguère élue qui jouait le rôle du ministère des Finances. Et nous avions aussi le maître des terres, le Laman, avait aussi le Sanjongomo Kombobo, le maître des terres. Donc, je découvre à travers ces institutions des possibilités de faire une offre politique issue de notre culture très différente de ce que les autres nous donnent et même un système démocratique beaucoup plus ouvert. Alors, donc, il y a cela. Mais comment ces femmes ont fini par diriger le royaume? C'est le leadership aussi. Quel type de leadership nous pouvons enseigner aux nouvelles générations? Donc, il y a énormément de messages. De mon point de vue, il y a toutes ces questions, mais les autres aussi sortiront des éléments qui pourront être utiles, en tout cas aux Sénégalais, aux acteurs politiques. Dépasser la parité pour arriver au binôme, ça c'est intéressant. Parce qu'avec la parité, quand les listes ne sont pas pairs, c'est impair, c'est toujours des hommes qui vont être élus. Et c'est ça qui fait qu'on n'atteint pas la parité. Mais quand on aura un binôme, c'est-à-dire un poste de député ne sera jamais un poste unique. Donc il y aura toujours 2, 4, 6 ou 8 députés, ce que vous voulez. À partir de ce moment, nous arriverons en tout cas à l'égalité parfaite.
entre les hommes et les femmes sur ces questions-là. Et ça, quand je le dis, je le tire de l'histoire du Waalo, parce que chaque pouvoir masculin avait son pendant féminin. Et ça, c'est depuis les Sumériens. Aussi dans l'Antiquité, les Sumériens aussi avaient le bicaméralisme que Cheikh Anta Diop a expliqué, mais cette fois-ci des jeunes et des vieux. Donc on a de quoi retourner dans l'histoire pour proposer des choses plus audacieuses qui nous permettront, je crois, au Sénégal de nous en sortir mieux et à la face du monde de savoir que nous ne sommes pas là simplement pour accepter les injonctions du système des Nations Unies. Pour terminer sur les 8 mars, moi j'en ai ras-le-bol de ces 8 mars où chaque année on vous sort une thématique, mais un an après, qui se souvient de la thématique de l'année passée? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Absolument rien du tout. Donc, la bataille doit se faire sur la durée. Les Sénégalais devraient dire quel prototype de femmes voulons-nous en 2035. Et à partir de ce moment, on se donne les 8 mars, même si de manière symbolique, on est avec la décision internationale, mais qu'on se fixe des objectifs à atteindre année par année pour pouvoir arriver à 2035 à dire voilà ce que nous voulons en termes d'égalité, en termes de situation des femmes. C'est ça qui est plus intéressant pour moi que de suivre le système des Nations Unies, même si politiquement il faut le faire, mais en fait ce n'est pas efficace. Tous les 3 ans ou tous les 2 ans, ils changent d'orientation et ça n'a aucune efficacité sur le terrain. Justement, 10 ans que la loi sur la parité absolue, hommes-femmes, est votée, c'était sous le président Abdoulaye Wade, le président Macky Sall a pris le relais après, mais le Sénégal fête ses 60 ans d'indépendance aussi cette année. Oui. Quelle évaluation de la part de Fatou Sow Sarr? Bon, l'évaluation, on l'a fait régulièrement. J'ai dirigé un mémoire de maîtrise en 2008 qui nous avait fait une évolution du Sénégal de 1960 à 2008, la situation des femmes. Après, on a continué avec nos travaux. Si nous regardons sur le long terme, il y a des avancées remarquables qui ont été réalisées dans ce pays. En 1960, on n'était que 3% de femmes alphabétisées. Si on regarde aujourd'hui, on n'est pas satisfait parce qu'on a 46-47%, on se dit que c'est lent. Mais quand on voit le temps, combien on était en 1960 et aujourd'hui, on se dit qu'il y a quand même des pas qui ont été réalisés. Sur le plan de l'éducation des filles, le Sénégal a fait des résultats remarquables. C'est la raison pour laquelle FAWE, l'organisation dans laquelle je suis, le conseil d'administration, nous avons décidé cette année de faire du président Macky Sall le champion sur l'éducation des filles en Afrique. Pourquoi? C'est les indicateurs du Sénégal. 55,3% de ceux qui se sont présentés au CFE, certificat d'études élémentaires, c'était des filles. 56,3% de ceux qui se sont présentés au BFM, c'était des filles. Donc, on est largement dans le maintien des filles au Sénégal. Ça ne veut pas dire que tout le monde est allé à l'école. Mais dans le rapport garçon-fille, là, les avancées sont réelles. C'est lié, on a dû expliquer pourquoi. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une volonté politique, d'action, etc. Donc, on va avoir beaucoup d'avancées. La mortalité, la courbe de chute, la fécondité, la courbe chute, etc. Maintenant, ça peut ne pas atteindre nos espérances, mais c'est ça. Maintenant, d'un autre côté aussi, sur la question politique, il n'y a pas, c'est là où le bas blesse. Parce que chaque année, chaque semaine plutôt, nous notons les relevés du Conseil des ministres. C'est là où on a la haute administration. Et là, le président Macky Sall doit faire des efforts parce que c'est extrêmement faible. Ce n'est pas normal qu'on tourne autour de 14%. C'est extrêmement faible. Parler du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement, oui. C'est la haute administration. Les nominations au Conseil des ministres, ouais. C'est les hauts postes de la hiérarchie A. Seulement 14%. Ça vaut seulement 14%. Il a évolué entre 8 et 14% depuis qu'il est là. C'est extrêmement faible, ce n'est pas normal. On a quand même suffisamment de femmes qui sont capables d'occuper ces postes-là. Bon, on comprend l'explication, c'est peut-être pas le lié ici, ça ne prendra beaucoup de temps. Mais voilà, c'est pour vous dire les photos. Oui, oui, mais c'est le modèle politique. Tout simplement, oui. Parce qu'il est dans une large coalition, il doit récompenser des personnes, c'est-à-dire c'est cette logique de récompenser plutôt que de mettre les gens par efficacité. Et donc chaque responsable doit avoir sa part, et comme tous les responsables sont des hommes, ils se servent. Donc c'est en fait ça, curieusement, c'est dans les partis uniques qu'on a plus de femmes avec des responsabilités. Le Parti socialiste avait 25% de femmes dans son quota. Je ne sais pas s'il le respecte jusqu'à présent. Donc voilà un peu, pour moi, le gouvernement du président Macky Sall, sa large coalition est plus favorable aux hommes parce que les femmes ne sont pas des têtes de coalition. Elles sont toutes des subordonnées des hommes. Maintenant, pour terminer sur une chose, un signal, vous me dites toute notre insatisfaction sur la question de la parité. Quand en 2004, la parité est appliquée, quand je dis aux femmes, le texte dit une liste alternée. Si la liste n'est pas alternée, vous ne serez pas. Maintenant, du côté des femmes elles-mêmes,
Quand ils ont pris, en 2014, le réseau Siggil Jigéen nous appelle au Terrou-Bi pour qu'on discute, on veut former ces femmes-là. On leur dit, la première entrée des femmes, la première entrée des femmes, je ne sais plus quelle était, en tout cas, vous allez marquer l'esprit des Sénégalais en disant que vous ne voulez pas des voitures, qu'on ne vous les donne pas gratuitement, mais vous allez les payer avec vos propres ressources. Il n'y avait que Hélène Tine qui avait défendu cela parmi les autres. Toutes les autres femmes ont dit niet, qu'elles ne vont pas le faire. Ça a été notre très grande déception parce que nous disions l'entrée massive des femmes à l'Assemblée nationale devait permettre de créer une rupture, un choc psychologique. Mais le problème, c'est que ceux qui ont porté ce combat, ceux qui l'ont théorisé, n'ont rien à voir avec ceux qui sont partis à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une des grandes déceptions que nous avons. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous savions que ce ne sont pas ces législatures, parce qu'il est plus facile de faire une loi que de l'enlever. Ils ont décidé, ils ont cherché tenté d'enlever la loi, ils n'ont pas réussi. Nous savions cela. Mais la loi, on le fait pour le long terme. Les nouvelles générations, quand elles viendront, mieux éduquées, plus conscientes, à mon avis, elles trouveront une loi qui leur sera très favorable. Le jury du dimanche e-radio ITV reçoit la socio-anthropologue Fatou Sow Sarr. Alors, y a-t-il un portrait robot de la femme sénégalaise et plus globalement de la femme africaine? Mais non, bien sûr. Parce que quand même, on est multiculturel. On appartient à des histoires. Bon, maintenant, on peut toujours ramasser parce que quand vous êtes noir, vous êtes tous des noirs. Quand vous êtes femme, vous êtes tous des femmes. Ou hommes, vous êtes tous des... Mais moi, je ne crois pas à un portrait robot des Sénégalais. Parce que la manière dont le Sénégal a été conçu, ce sont des entités qui se sont rassemblées. Je dis que le Sénégal de 1960, avant 1960, ce n'est ni le Fouta, ni le Walo, ni le Djolof, ni le Kayor. C'est ce melting pot de toutes ces cultures. Parce que pour que vous puissiez avoir un portrait robot, il faut que vous arriviez à cette histoire de ce que Senghor appelait l'État-nation. On n'en est pas encore là. La France a réussi à le faire. Donc, mais sur combien de générations ils ont réussi à imposer la langue française? Et malgré tout, ils ont les Bretons, les Basques, etc. Enfin, les Basques du côté des Espagnols, et comme l'Espagne aussi a ces problèmes. Donc, ce rêve d'uniformisation, ce n'est pas ça qui est important. Maintenant, nous avons un modèle de citoyenneté qui nous rassemble tous. Et cet idéal par rapport à la nation sénégalaise. Mais vous aurez les femmes instruites, les femmes rurales, etc. Mais, malgré tout, nous disons que, quelle que soit leur différence, elles sont toutes renvoyées à leur statut de femme. Parce que le code de la famille, que tu sois premier ministre, que tu sois une ouvrière ou une paysanne, vous êtes toutes régies par le code de la famille qui fait du seul chef de la famille l'homme. Donc au moins sur le plan juridique, on est tous dans la même case. Mais du point de vue social, culturel, et ce n'est pas l'uniformité qui est le plus important, mais c'est de travailler tous vers un même objectif. Mais il n'y a pas d'identité commune de femmes, comme par exemple ça s'est passé en Afrique du Sud. C'est-à-dire des femmes qui se sont senties, qui sont construites une identité dans leur oppression. Parce que dans les années 50, on interdisait à ces femmes d'aller en ville. Parce que c'est là-bas où on pouvait aller chercher du travail tant qu'elles n'ont pas un passeport. Et ça a développé ce qu'on a appelé le mouvement des passes. Et c'est ça qui fait que les femmes sud-africaines ont été très fortes. Quand en 1994, après Nelson Mandela, il fallait faire la constitution, elles sont venues défoncer la salle dans laquelle les hommes se retrouvaient pour s'imposer dans la rédaction de la Constitution et imposer leur point de vue. Vous voyez des Sénégalaises ici avoir le courage, quand le président Macky Sall va se retrouver en Conseil des ministres, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur une chose, venir défoncer la porte du Conseil des ministres, non. Mais c'est parce que ces femmes-là, elles ont construit une identité dans la souffrance commune. On n'a pas cette trajectoire au Sénégal. Au Sénégal, chacun est derrière son frère, son Gorumbotaï, son parti, etc. Justement, quels sont les prochains combats pour les femmes sénégalaises? Vous diriez, donnez-nous le pouvoir enfin? Moi, je suis dans deux dynamiques. Oui. Ce n'est pas donnez-nous le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Ou nous le prenons. Non, on ne va pas voter pour une femme parce que c'est une femme pour lui donner le pouvoir. Ça n'a absolument pas de sens. Il se peut qu'un homme, dans une posture, soit même beaucoup plus intéressant plutôt, pour le combat des femmes. Donc, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de système de pensée. Ce n'est pas cela. Maintenant, les combats que je mène moi aujourd'hui, je glisse de plus en plus vers la famille. Mon combat, c'est la famille. Parce que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas passer sa vie à dire les femmes.
parce que les femmes appartiennent à un système social, à une organisation. Et ce qui a permis au Sénégal de survivre jusqu'ici, malgré toutes les vicissitudes de l'histoire, c'est parce qu'on a une famille solide. Mais cette famille solide-là, elle est en train, à mon avis, de disparaître. Et si on ne fait pas un effort, parce qu'une femme, d'accord, je peux me battre comme femme, mais j'ai un fils, il faut que je me batte pour que mon fils ne soit pas un chômeur. Donc c'est ça. Donc la question je peux avoir un enfant handicapé, il faut que je me batte pour que cette personne s'en occupe. Je peux avoir un enfant malade mental, je ne veux pas le voir traîner dans la rue. Donc la femme est le pilier de la famille et la bataille ne doit plus rester dans une opposition frontale. L'homme et la femme, ça n'a absolument pas de sens. C'est pourquoi... Moi, présidente de la République, cela ne doit pas être une obsession. Non, ça n'a rien à voir. Les femmes ont le droit de se battre pour être président de la République. Oui. Mais pourquoi voulez-vous le singulariser? Pourquoi les hommes se battent pour être président de la République? Si la femme a le meilleur profil pour être président de la République, qu'elle prenne la présidence de la République. Par contre, cela ne va pas se faire, mais tous les maires devraient être des femmes. Parce que les mairies, c'est les questions d'éducation, c'est les questions de santé, et c'est les femmes qui sont plus aptes à le faire. Mais il y a cette réflexion d'Ibrahima Bousso dans la page Facebook de l'émission qui dit, dans une société où on dit derrière un homme, il y a toujours une grande dame, et avec toutes les résistances que nous constatons à l'encontre des femmes, ou à l'endroit des femmes, c'est selon, est-ce qu'il sera aisé d'avoir une femme présidente de la République ou que toutes les femmes soient à la tête de nos mairies? Non, elles ne seront pas toutes là-bas, mais en tout cas, on n'a qu'à comparer les gestions des hommes et des femmes. Pourquoi la France a vaincu un pays dirigé, en tout cas un royaume dirigé par une femme. Qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas possible. Parce que justement, on est en train, quand on me dit la culture, je le dis les cultures de quelle époque vous êtes en train de parler. Mon histoire, en tout cas, à moi, citoyenne sénégalaise de nationalité Walo, c'est des femmes qui étaient à la tête de ce royaume. Et c'est possible. Et quand vous arrivez, l'histoire de Birame Yacine Boubou, mais cette dame-là, elle s'est battue elle s'est alliée avec les marabouts pour mettre son fils au pouvoir. Les gens, la chanson dit que oui, elle a été égorgée, elle n'a jamais été égorgée. Il faut interroger l'historienne Rokhaya Fall pour qu'elle vous explique cela. Donc, des femmes ont joué des rôles majeurs dans les royaumes que nous avons trouvés aujourd'hui. Maintenant, c'est le modèle français, qui était un pays complètement attardé sur cela, parce qu'ils ne considéraient pas la femme. Parce qu'avant cela, les femmes n'avaient même pas d'âme dans leur société. On les considérait comme les animaux. Donc, au fur et à mesure, et ensuite, elles n'avaient aucun droit sur rien du tout. C'est en 1944 seulement qu'on leur a donné le droit de vote. 45. D'ailleurs, la preuve au Sénégal, quand on a voté en 1945 les législatives, ils avaient juste dit que seules les Françaises de souche blanche pouvaient voter et pas les Sénégalaises noires. Et Soukaina Konaré et Ndata Yalla se sont alliés, étant deux partis adverses, se sont quand même donné la main pour menacer la France de marcher sur le corps des Français si jamais les femmes noires ne votaient pas. Aidée par Lamine Gueye, la France a été contrainte de se plier. Et c'est comme ça que les femmes sénégalaises ont voté pour la première fois en 1945, mais elles l'ont arraché. Ça n'a jamais été donné. Donc, nous avons de quitte, en tout cas, à prendre des choses. Malheureusement, j'ai l'impression que cette force, que ces femmes-là, d'avant l'indépendance, ont eu, les Aram Tchoumbe Samb, on ne les a plus. On ne les a plus aujourd'hui. Donc, une fois l'indépendance acquise, ils ont confiné les femmes dans des rôles, ils les ont mis à la marche du système, et les femmes sont devenues partisanes. Chacune se bat pour son homme dans le parti et non pas pour un combat commun à l'ensemble des femmes. La prochaine élection présidentielle au Sénégal, c'est encore dans 4 ans. Alors, vous pensez qu'on pourrait avoir une femme à la tête du pays? On verra, non, vous n'allez pas je vais tomber dans votre piège. Oui. On verra ce que les Sénégalais vont décider, les hommes et les femmes, tout simplement. Moi je pense que diriger un pays, c'est le meilleur profil. C'est pour l'intérêt de tous les Sénégalais. Ce ne sera pas une question d'homme ou de femme, c'est de voir le meilleur profil. Maintenant, il se peut qu'une femme ait un meilleur profil. Et à partir de ce moment, il faudra voter pour cette femme, si elle a un meilleur profil. Sans transition, on en arrive à une série de questions politiques, Fatou Sow-Sarr. Les prises de position au sein du pouvoir sur la question du 3e mandat, parce que c'est ce que nous constatons depuis un bon moment. Quelle réflexion cela vous inspire? Moi, je suis très mal à l'aise, enfin pas mal à l'aise, je suis mal placée pour en parler. Parce que les questions de mandat, j'en avais discuté dans le passé, à l'intérieur du COSEF. Donc,
c'est pourquoi c'est très compliqué pour moi d'en parler, parce qu'aujourd'hui, on vous fait le VAR. On vous dit, voilà ce que vous avez dit il y a 20 ans, vous êtes en train de dire. Bon, mais bref, il faut aller avec son époque. Quand on a pris des engagements, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de droit, c'est une question d'éthique, c'est une question d'engagement par rapport à ces questions. C'est cela la question des Africains aujourd'hui. Si la société a décidé, ou les groupes politiques eux-mêmes, parce que c'est les groupes politiques qui décident que oui, on va faire 2 mandats, et ensuite, quand ça ne les arrange pas, c'est eux qui vont changer d'avis. C'est une affaire des politiques, ce n'est pas forcément une affaire de toute la société. Moi, je suis en porte-à-faux avec toutes ces personnes-là, parce que partout, moi, je dis que le modèle qui me séduit le plus, c'est le modèle de Kagame. Donc, vous voyez que c'est complètement en porte-à-faux avec ce qui se passe. Il n'y a pas forcément de limitation du nombre de mandats. Ce n'est pas une limitation, parce que ce n'est pas cela. Le problème, ce n'est pas de la limitation. Est-ce que la personne fait des résultats pour mériter qu'on continue à lui faire la confiance? Toute la question est qu'est-ce que la personne qui est à la tête du pays a apporté pour que les gens continuent à... Pour vous, c'est le résultat qui compte? C'est le résultat qui est le plus important, mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Maintenant, c'est une affaire des hommes politiques, ils n'ont qu'à le régler dans leur dialogue politique, parce que c'est eux qui l'ont amené. Et à chaque fois qu'un président vient, il dit « je me mets à 2 mandats » et après il dit que le premier ne compte pas, je commence par le deuxième. Je vois un pays comme le Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, il reste autant qu'il veut. Donc il se lève tous les jours. Idrissa Déby, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je voulais rester comme soldat, je voulais respecter ma parole, je ne voulais m'en tenir qu'à 2 mandats, mais c'est la France qui est venue m'imposer de faire sauter le verrou du 2e mandat. Donc on n'est pas libre dans nos pays. Ce sont des intérêts qui nous dépassent, c'est des intérêts des multinationales, c'est des intérêts des anciennes puissances coloniales. C'est tout cela qui fait que le président qui vient ne vient pas seulement parce que les Sénégalais veulent qu'il y ait ce président-là. Il y a toute une série d'autres paramètres qui entrent en jeu. Mais pour clore ce débat, je veux dire, je n'épilogue pas sur 2, 3, 4 ou 5 mandats, mais je dirais qu'il y a une autre dimension qui est rentrée là-dedans, c'est la question, parce qu'on est en train de parler de valeurs, c'est la question du respect de la parole donnée. C'est ça qui fait l'essence de ce que nous sommes, nous Sénégalais, par rapport à la tradition. Mais aussi de la Constitution, non? Quand la Constitution est claire. Oui, mais les constitutions... Dans des situations où la Constitution est claire. Vous savez, les constitutions, ils les changent, ils en font ce qu'ils veulent. Quel est le Sénégalais lambda qui sait ce qu'il y a dans cette Constitution? Donc ce n'est pas cela. Retournons dans notre Afrique traditionnelle, où quand je vous dis, je vous donne un engagement, on n'a pas besoin de signature. Donc on ne devrait pas en arriver même à dire, voilà, la Constitution, elle est claire ou elle n'est pas claire. Si vous avez pris la responsabilité de vous engager devant votre peuple, pour, en tout cas, vous respecter votre promesse. C'est en fait ça le message. Décision cette semaine du président ivoirien Alassane Ouattara de ne pas briguer justement un 3e mandat, en plein débat sur la question du 3e mandat en Afrique. Décision quoi qu'il faut applaudir. Est-ce que vous avez... Non, attendez, vous avez tronqué la décision. Oui. Mais il l'a assujetti de conditionnalité. Oui, je ne suis pas allé jusqu'au bout, disons. Je ne l'ai pas tronqué. Il a dit qu'il a également décidé de transférer le pouvoir à la jeune génération. Vous faisiez allusion à ça? Oui, à condition. Il part à condition que les autres partent. Parce qu'il faut bien écouter ce qu'il a dit. Il a les moyens de rester. Mais à condition que les autres partent. Ce n'est pas sérieux. Il a terminé son mandat. Il n'a qu'à partir. Il ne peut pas nous dire que oui, si Gbagbo et Bédié se présentent, je change. Disons que la dernière déclaration, il s'est plutôt contenté de dire « Je ne brigue pas un 3e mandat, je décide de ne pas briguer un 3e mandat et de transférer le pouvoir à la jeune génération. » Peut-être que j'ai mal lu, parce que moi, j'ai oui, il a fait des déclarations antérieures, mais la décision cette semaine. Oui. Mais qu'est-ce qu'il veut encore à son âge? Quand même, ce n'est pas possible, il ne peut pas continuer. Il était là depuis au feu de Boigny. Donc, il est même fatigué, physiquement même, il est fatigué. Il doit aller se reposer et laisser les autres, parce que quand même, on ne peut pas rester. Donc, en Afrique, on a des problèmes. Un roi, il meurt, il ne cède pas le pouvoir. Et là, c'est pourquoi nous avions des systèmes. Parce qu'un roi n'était jamais vieux dans nos cultures. On l'assassinait, tout simplement.
Regardez toute l'histoire de l'Afrique, prenez l'âge moyen de ces rois. C'est vrai que l'espérance de vie était beaucoup plus faible, mais un roi ne restait pas là ad vitam aeternam à un moment donné, parce qu'il y a la force vitale dans le système de représentation, et quand il vieillit, il perd sa force vitale. Et en ce moment-là, on l'empoisonne. C'est ce que l'Afrique faisait. On ne gardait pas des vieux au pouvoir. Est-ce que cette décision de Ouattara, c'est une sorte de pression sur tous ceux qui auraient l'intention de qui, quoi? De briguer un troisième mandat? Dans son pays, il ne peut faire pression que dans son pays. Dans son pays, non, je parle sur la question, la problématique du troisième mandat en Afrique. Le troisième mandat est devenu une problématique en Afrique de l'Ouest. Parce que ce n'est pas simplement lui. Il y a aussi le Niger qui a pris sa décision. Je crois que le Mali, bon, c'est fini pour lui aussi. Donc, on est dans un cycle où finalement, je crois que les peuples vont... c'est à ça qu'ils veulent aller. Mais je dis que les paramètres, c'est très compliqué. Ça dépend, on n'est pas totalement indépendant en réalité. Je le largue comme ça. Mais quand j'étais en année de maîtrise, j'avais un prof de relations internationales, j'étais à Aix-en-Provence, à Aix-Marseille 2, et il nous a dit dans une fête de fin d'année, tous les présidents qu'il y a eu en Afrique, c'est nous qui les avons placés. Il n'y a que Bokassa qui nous a échappé et nous avons rétabli la situation. C'était un conseiller de Mitterrand, de François Mitterrand. Donc, et puis depuis tout ce temps-là, quand je vois toute la distance, je me dis, il y a la main de la France dans l'installation de nos présidents. Par rapport à cette décision du président Ouattara qui dit que la Côte d'Ivoire donne le bon exemple. Oui, Emmanuel Macron, maintenant la France est à un autre tournant. Parce que Macron, c'est un autre modèle, un autre type de... On a l'impression qu'il y a une rupture dans la gouvernance traditionnelle de la France avec l'arrivée de Emmanuel Macron. Mais les discours des présidents et les pratiques, c'est différent. Vous savez, Obama, tout le monde, toute l'Afrique était là devant l'élection d'Obama, mais Obama n'a servi que les intérêts de son pays. Ce n'était pas son problème. Macron sera obligé aussi de s'intéresser aux intérêts de la France. Ce n'est pas l'intérêt de l'Afrique qui préoccupe Macron. Maintenant, il va tenir de très beaux discours. Donc, il y a un ensemble de paramètres qui entrent dans l'élection, dans l'arrivée d'un chef d'État. Ce n'est pas simplement une question des peuples souverains qui mettent l'homme qu'ils veulent. C'est aussi d'autres intérêts, parce que c'est une question financière aussi. Et à partir de ce moment-là, les gens vont miser, ceux qui détiennent les moyens miseront sur A ou B, et puis bon, et ça va aussi ça va jouer dans l'arrivée des chefs d'État. Un partisan du dégagisme de la France, Guy Marius Sagna, à la tête du mouvement bien connu FRAPP, mais aussi qui a dirigé ou dirige le combat Nyolank contre la hausse du prix de l'électricité, a été détenu il y a quelque temps, il a été libéré. Faut-il célébrer Guy Marius Sagna? Bon, mais ça, ce sont ses partisans qui vont le célébrer. Oui, moi, je ne suis pas dans cette logique. C'est ce qu'ils font ce week-end. Moi, je pense que Guy Marius, c'est un homme qui mène un combat et les actes qu'il a posés, c'était des actes réfléchis par rapport à un objectif qu'il poursuit et il en assume les conséquences parce que ce n'est pas un enfant de cœur. Voilà, il mène un combat et tous les combats ont aussi, il y a des sacrifices, ça a un prix. Mais par rapport à la manière dont on l'a arrêté, je croyais que c'était quand même exagéré de le maintenir en prison pour autant de temps. D'autant plus que les Sénégalais... Une marche sur le palais, parce qu'il y a eu un précédent, un précédent des jeunes du parti au pouvoir qui sont allés eux aussi au palais présidentiel. Je crois qu'il faut garder le caractère sacré, en tout cas institutionnel plutôt du palais, et que les partis se réunissent dans leur parti. Il faut faire la séparation entre le parti et le président de la République. Le président de la République n'a qu'à, s'il veut rencontrer ces jeunes, il peut le faire, ils ont un siège. Ils peuvent aller dans leur siège et rencontrer les jeunes. C'est ça, ce type de confusion qui font que dans la mentalité des Sénégalais, ils ont dit il y a 2 poids et 2 mesures. Ces autres-là sont allés au palais, même si on les a gardés quelques jours, ils ont été libérés. Guy Marius, qu'on le garde près de 3 mois, c'était exagéré. En tout cas, c'est tant mieux qu'on laisse Guy tranquille. Bon, il y a eu beaucoup de supputations, mais je crois que on est dans un espace démocratique. Les gens ont la liberté de s'exprimer. Maintenant, les institutions, il faut les respecter. Je crois que quand on est au pouvoir ou quand on est à l'opposition, il faut qu'on pense que demain aussi on sera au pouvoir. Et à partir de ce moment-là, c'est nous qui devons sauvegarder nos propres institutions. Et ça, je crois que c'est un message qu'il faut donner à la fois aux jeunes. On peut se battre sur les principes, mener les combats qu'on veut,
mais il faut respecter nos institutions. En 2 minutes, on va finir. La criminalisation du viol et de la pédophilie, une bonne chose, même si certains pensent qu'elle peut ne pas être très efficace. Voilà, ce sont les juges, les juristes qui nous disent, les juristes hommes, des magistrats ce sont les Sénégal. Juristes hommes, ce n'est pas les juristes femmes, parce qu'on a des juristes femmes aussi. Vous avez vu George Falso, elle s'est exprimée, elle a donné un autre point de vue. Je pense que le viol, il faut criminaliser le viol, parce que ce n'est pas normal. Tant qu'on n'aura pas vécu cela dans sa chair, mettons-nous à la place des personnes qui ont eu ces souffrances. Parce qu'on ne va pas nous dire que oui, il y a des risques, garder. Parce que les juges, c'est ce qu'ils disaient. On n'est jamais sûr que la personne a violé ou n'a pas violé. C'est ça l'argument qu'ils nous donnent et je crois que ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas les viols qui sont simplement dans ces cas. Si la justice est une justice responsable, une justice efficace, ils décèleront la vérité avant de prendre la sanction. Les rapports des corps de contrôle, notamment de l'OFNAC, avec la transmission au procureur sur des faits présumés de corruption et de concussion. Mais cette semaine, en parlant de ces rapports de l'OFNAC, a été marquée par le limogeage de Mme Socé Diop John, directrice générale de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics. Votre réaction? Mais ce qu'on a reproché au président Macky Sall, c'est qu'il a l'impression qu'on a, peut-être que c'est faux, mais qu'il protège les gens qui sont de son camp. Donc, vivement, effectivement, que ça progresse, ce rapport de l'OFNAC, pour libérer les gens, pour qu'on se rende compte que le président est à équidistance par rapport à tous ceux qui ont fauté. Mais ce qui est resté dans la conscience des Sénégalais, ce n'est pas bon pour lui. Donc, on a l'impression qu'on ne met en prison que les adversaires et ceux qui sont de son côté, même quand ils ont fauté, on les laisse tranquilles. C'est le cas de l'affaire du coude qui a défrayé je ne sais pas, les chroniques. C'est l'histoire du Prodac, etc. Vrai ou pas vrai, nous n'en savons rien. Et pour le dossier Petrotim, le dossier Petrotim fait partie de ceux qui ont été transférés au procureur de la République. Une fois, j'ai dit, quand on fait l'évaluation du bilan du travail de Macky Sall, entre la patrie avant le parti, être au service, etc., comme on dit, gouvernance sobre et vertueuse, il a posé énormément d'actes sur la gouvernance sobre et vertueuse. Mais tout cela a été caché par l'ensemble de ces scandales où les gens ont l'impression, donc, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc voilà, il y a tellement de scandales, tellement de milliards qu'on dit avoir détournés. Il faut élucider tout cela en toute transparence et que les Sénégalais sachent où se situe la vérité pour qu'on arrête les supputations. Mais pour le moment, dans la conscience des Sénégalais, ce n'est pas bon. Quand vous êtes du côté du pouvoir, on vous cajole, et quand vous n'êtes pas du côté du pouvoir, on vous met en prison. Donc, qu'ils prennent des mesures pour sanctionner des gens qui sont de son camp et qui ont fauté, je crois que ça va dans le sens positif. Merci Fatou Sow Sarr. Vous êtes la directrice de l'Institut du genre et de la famille. Vous êtes socio-anthropologue à la tête du combat pour que l'acte posé par les femmes de Nder il y a 200 ans soit inscrit dans l'agenda officiel du Sénégal. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Mais vivement, je l'espère aussi pour vous. Merci Fatou Sow Sarr. Jury du dimanche présenté par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Abdoulaye Ndiaye pour la réalisation du côté de la télévision. Prise de son Ibamar, les réseaux sociaux, Binta Alexandra Ndiaye, Biram Pouy, photo Abdoulaye Silla pour le compte du site Immédia SN qui se fera le plaisir de vous faire le compte rendu de cette émission. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.